Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc à ce webinaire. Je suis absolument ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier qui donc encore une fois est dédié à l'organisation du bloc opératoire. Donc je vous invite à vous installer confortablement. On va parler indicateurs. Donc n'oubliez pas d'être actif et interactif avec les onglets conversation et questions-réponses en posant vos éventuelles questions ou en faisant part de remarques ou même de l'expérience en fait que vous avez sur votre plateau technique. Je vais commencer rapidement, comme je le fais à chaque fois, par présenter donc Datamento. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, dans l'ensemble, on voit effectivement des connaisseurs. Quelques-uns sont participants pour la première fois. Donc, Datamento, c'est une société qui est spécialisée dans le pilotage par la donnée et en fait dans ce qu'on appelle l'acculturation à la data analyse, donc des établissements de santé et donc plus particulièrement sur le bloc opératoire. On a pour mission d'aider les organisations à passer finalement d'une simple collecte d'indicateurs à une prise de décision qui sera éclairée en s'appuyant sur des données fiables et sur une stratégie d'usage et structurée. Donc, c'est ce qu'on verra entre autres aujourd'hui. On a une expertise avec une équipe qui finalement conjugue la connaissance du secteur hospitalier, mais également de fortes compétences en data, donc le data management, la correction des données, et la data analyse. Et donc, bien entendu, qu'on a une forme d'accompagnement avec nos établissements pour les aider dans des formations auprès des équipes, dans la mise en place de rituels, dans des petits conseils ou bonnes pratiques de gouvernance, dans du suivi, pour finalement transformer la donnée en véritable levier d'organisation. Donc, on a une conviction, c'est que la valeur d'un indicateur va pas se mesurer à sa complexité, mais plutôt à sa capacité à être capable d'engager les équipes et à orienter la bonne décision. Et ça sera vraiment le sujet du jour. Donc, Datamento, c'est l'entreprise. On a une solution pour le bloc opératoire qui s'appelle donc Performance Block. Et donc, notre solution, elle est spécifiquement conçue pour les établissements MCO. On propose des données fiables et contextualisées. Donc, contrairement aux outils génériques, Performance Block applique des méthodologies de calcul qui sont vraiment adaptées aux spécificités du bloc opératoire. On propose des indicateurs qui sont actionnables, des tableaux de bord qui sont centrés sur ce qui compte vraiment pour finalement faciliter les décisions concrètes au quotidien. On propose des intégrations qui sont fluides en se connectant aux logiciels existants, c'est-à-dire des DPI, des logiciels de blog, des tableaux Excel, des logiciels d'anesthésie, peu importe, pour éviter la saisie multiple et aussi finalement pour minimiser les erreurs. Et donc, on vous aide à créer des rituels clés. Donc, en fait, on ne va pas se limiter à afficher des chiffres. En fait, il faut guider la mise en place de bons rituels avec des revues hebdomadaires, des analyses mensuelles, des comités de pilotage. C'est ce qu'on évoquera tout à l'heure. Donc, notre objectif, finalement, ça va être d'apporter une vision claire et partager l'activité du bloc afin que chaque acteur puisse agir rapidement et efficacement. Donc, on travaille avec une multitude d'établissements et donc certains peuvent rencontrer des problèmes de retard récurrents, des annulations de dernière minute ou peut-être qu'ils ont des tableaux de bord multiples et contestés. Et donc finalement, nous, on va faire quoi? On va avoir une action connexe entre les équipes Datamento plus la solution Performance Block afin de pouvoir faire un diagnostic et une connexion aux données, de vous aider à corriger de façon ciblée les indicateurs clés et de mettre en place des comités de blocs rapides appuyés par un tableau de bord qui soit fiable et partagé. Et donc finalement, c'est ce qui va permettre de passer de résultats, en fait, on avait 8% de retard au démarrage, on a réussi à réduire de 8% des retards au démarrage sur une période de 6 mois, par exemple, ou réduire de 5 points le taux d'annulation. Et globalement, ça permet en fait de fortement assainir les tensions et d'apaiser en fait le climat au bloc opératoire. Il y a moins de polémiques, entre autres, sur les données. Donc, grâce à Performance Block, les cadres, les médecins, les anesthésistes, mais également les équipes paramédicales, elles disposent enfin de chiffres qui sont reconnus comme exacts et en fait, on peut enfin discuter pour trouver des solutions, pas pour se disputer sur les données. Donc, on va reprendre le contexte de cet atelier et donc on va aller à l'essentiel. Donc là, il ne va pas s'agir ici de parler uniquement d'outils et de technologies, mais de parler d'outils via un usage, des valeurs et un impact sur le terrain. Donc, on a pu faire, enfin moi je peux faire un constat de départ en étant régulièrement en contact avec les acteurs du bloc opératoire. Aujourd'hui, la plupart des organisations ont accès à une multitude d'indicateurs. Et en fait, c'est encore plus vrai avec Performance Block, notre dispositif de pilotage de la performance, qui permet de produire plus d'une centaine d'indicateurs différents. Mais finalement, voilà, selon les profils,
les objectifs du moment, le niveau de gouvernance ou même les sources de données disponibles, il va pas être ni pertinent, ni réaliste de vouloir tout consommer. Et c'est là que se pose la vraie question. Comment est-ce qu'on va chercher à prioriser la consommation d'indicateurs? Comment est-ce qu'on va organiser la consommation d'informations en fonction des usages réels, des besoins métiers et des décisions à prendre? Donc c'est un peu l'intention qu'il va y avoir derrière cet atelier. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de prendre un peu de hauteur. On va explorer ensemble comment construire une véritable stratégie d'usage des indicateurs, pas juste produire des chiffres, mais les rendre actionnables, lisibles et appropriés. J'espère qu'en 30 minutes, vous pourrez repartir avec une méthode simple et structurée. Et en fait, on pourra discuter de vos cas particuliers à la fin de la session. On va essayer de présenter des cas concrets qui sont issus du terrain et puis surtout des pistes pour pouvoir fiabiliser vos données intelligemment là où elles comptent vraiment. Donc, ce webinaire, donc là, on est une douzaine aujourd'hui, s'adresse à vous si vous cherchez à structurer l'usage de vos données sans complexité inutile, si vous voulez éviter l'effet dashboard inutile, ou si vous souhaitez mobiliser vos équipes autour d'indicateurs utiles et activables. Donc, on va commencer tout de suite déjà avec le prérequis essentiel, donc des données fiables et des indicateurs exacts. Donc, avant même d'élaborer une stratégie d'usage, il faut poser les bases. C'est un prérequis qui est souvent sous-estimé et pourtant c'est vital. Il faut comprendre en fait que l'ensemble des blocs opératoires que je rencontre produisent des indicateurs faux. Et donc vous qui ne travaillez peut-être pas encore avec moi, j'ai la certitude, alors j'y vais un peu franco, mais c'est une conviction, je suis à peu près convaincu que vos indicateurs sont faux. Alors voilà, vous allez vous dire que c'est pas possible ou peut-être que c'est un excès de zèle de ma part. Pourtant, c'est un constat que je fais régulièrement. On vous a peut-être assuré que votre logiciel de blog, votre BI ou même votre super tableau Excel préféré fournissait des chiffres qui étaient précis et fiables. Mais en fait, c'est un peu comme quand on vous propose le régime miracle, qui vous annonce que vous allez perdre 10 kilos en fait, pour cet été. Voilà, c'est souvent trompeur. Pourquoi est-ce qu'en fait vos indicateurs sont faux? Parce qu'en fait, si vous voulez, les solutions génériques que vous allez utiliser ne vont pas saisir toujours la complexité unique du bloc opératoire. Or, au bloc, la précision, elle est indispensable pour prendre les bonnes décisions. Et ça, en fait, on pourra le voir à travers des chiffres précis. Donc, en conséquence, même la meilleure gouvernance, elle peut rien faire si les données sont erronées. Et on risque de se croire performant alors que finalement, on ne l'est pas. Et puis, donc, les tensions financières RH et les tensions de patientèle ne font que s'accentuer. Et aujourd'hui, vous le voyez bien, lors de chaque conseil de bloc, c'est souvent le même scénario. Les chiffres sont remis en cause, les discussions dérapent, les décisions, elles sont reportées, et puis en pratique, il n'y a rien qui change vraiment. Donc, au final, la désorganisation, elle demeure, l'atmosphère, elle se détériore, et tout le monde perd du temps sans rien résoudre. Donc ça, c'est ce qu'on vit depuis une multitude d'années. Donc pourquoi c'est vraiment grave? Parce qu'en fait, il y a 3 points déjà. Les décisions stratégiques erronées, en fait, elles vont être fondées on va fonder des choix sur des chiffres inexacts qui vont nous mener droit dans le mur. On va avoir une perte de confiance généralisée. Les équipes vont finir par se méfier des tableaux de bord et vont finir par douter de l'intérêt même de mesurer. Et puis, on n'a aucune, amélioration qui est durable. Sans diagnostic fiable, les mêmes problèmes se répètent inlassablement. Et c'est vraiment pas que la théorie, ce que je vous annonce, c'est ce que je rencontre. Ça fait plus de 20 ans que les établissements tentent de produire des indicateurs pour le bloc opératoire, encore une fois via des logiciels standards, des projets de BI ou des fichiers Excel, et le constat, il est là. La situation financière et RH, elle n'a pas vraiment progressé depuis 20 ans et pire, j'ai même le sentiment qu'elle s'est souvent fortement dégradée. Donc sur le terrain, moi je constate et en fait sans équivoque, hein, vraiment en 10 ans, j'ai dû rencontrer peut-être, 2 ou 3 établissements qui savaient faire des indicateurs de blocs véritablement fiables. Et d'autre part, quand vous allez taper à la porte de votre DSI ou quand vous sollicitez vos éditeurs, ils vous promettent des chiffres exacts. Mais en fait, c'est pas vrai parce que leurs méthodologies, elles sont souvent trop génériques et je vais vous le montrer en fait par la suite, ce qui pose véritablement problème. Et en fait, il faut bien comprendre que cette approximation, elle va créer une énorme défiance et une perte d'adhésion des équipes. Le bloc, c'est un contexte qui est extrêmement particulier. On a de nombreux profils, extrêmement différents, des chirurgiens, des infirmiers, des anesthésistes, des cadres, des équipes paramédicales et on a même un patient au milieu de tout ça, vous imaginez bien. Donc le patient, il est au centre et donc lui, l'objectif, c'est qu'on ait une prise en charge de qualité et sécurisée. Et en fait, pour y arriver, on doit quand même réussir à coordonner toute une ribambelle, en fait, d'acteurs différents et donc finalement, ça tient plus de la tour de contrôle que de la petite entreprise.
Et en parallèle de ça, bah, vous le savez bien, vous avez une pression en fait, financière qui est énorme, vous avez une pression RH qui est croissante et puis on a aussi des injonctions administratives. Donc on va vite frôler la pagaille dans ce cadre-là. Donc il faut bien comprendre que dans ce contexte, les données du bloc, elles devraient être un levier essentiel pour pouvoir anticiper et piloter l'activité. Mais sans cette fiabilité, ça sera impossible d'en faire un outil de progrès. Pourtant, bah, on le sait déjà depuis longtemps, enfin dès 2023, donc c'était la MEA à l'époque, qui est depuis devenue la NAP, elle a produit des référentiels d'organisation du bloc et des indicateurs clés. Et puis, bah, 20 ans après, la situation elle est tendue entre pénurie de personnel et budget contraint. Et en fait, on a de nombreux hôpitaux qui ont réalisé des audits qui aboutissent toujours à la même conclusion. Il y a 2 points: pas de gouvernance claire et des chiffres contestés. On est de façon quasiment systématique là-dessus. Donc au final, bah, c'est la gouvernance qui trinque. Quand les chiffres sont faux, personne ne peut prendre de décisions solides et consensuelles. Et donc, c'est vraiment crucial. Vous ne pouvez pas bâtir de stratégie d'usage sans données exactes. La confiance à donner, c'est vraiment la condition sine qua non pour mobiliser l'ensemble de vos équipes. Sans confiance, vous n'aurez pas d'adhésion, et sans adhésion, bah, il n'y aura aucune amélioration qui tiendra la route. Donc, c'est pas votre faute. Les méthodologies classiques qui sont employées par les logiciels de bloc ne sont pas pensées pour la complexité du bloc opératoire. Un logiciel de bloc fait très bien la programmation, la planification. Je ne vais pas empiéter sur son métier. Par contre, dès lors qu'il s'agit de produire des indicateurs, tout le monde vend une cellule indicateur dans ces logiciels-là, mais ça fait très clairement pas le job. Donc, avant même de parler d'usage et de pilotage, voilà, va vous falloir donc des données fiables, précises et incontestables. Et donc moi, c'est là où je propose ma solution Performance Block. C'est là qu'on se démarque. On a une approche spécifiquement conçue pour les blocs opératoires, assurant en fait la qualité et la pertinence des indicateurs. Et donc tout le reste va réussir à en découler. Je vais vous montrer en fait par l'exemple en fait ce que j'affirme depuis tout à l'heure. Donc on va commencer. Je vais essayer d'être assez rapide là-dessus parce que certains l'ont peut-être déjà vu. Je vous montre en fait un planning. Donc, on a le prévu et le réalisé. Donc, le prévu, c'est TVO, le temps de vacation offert, et le réalisé, c'est donc INT, intervention. Donc, je vais juste reprendre avec vous les principes de base selon la NAP. Alors, il y a une formule qui est un peu compliquée que je vais vous traduire dans un second temps. Donc, comment se calculent les taux d'occupation des vacations selon la NAP et donc selon votre logiciel de bloc? L'occupation d'une vacation est calculée en rapportant le temps effectif d'intervention réalisé pendant la plage horaire de cette vacation dans la salle qui lui est attribuée. Donc, autrement dit, la vacation est souvent définie par un couple salle-créneau horaire. Le suivi ANAP se fait donc en principe sur la ou les salles prévues pour la vacation. Je vais vous expliquer plus concrètement. En ce qui concerne Datamento, nous, on calcule le taux d'occupation des vacations en se concentrant sur l'usage des équipes paramédicales. Peu importe où a eu lieu l'intervention, dans la salle prévue ou non, ce qui m'intéresse, moi, c'est de mesurer l'usage qui a été fait des RH qui ont été mises à disposition pour une vacation et donc pour une spécialité ou une équipe ou un chirurgien. Les hôpitaux aujourd'hui n'ont pas une contrainte immobilière, pas besoin de pousser les murs. Enfin, ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des cas. Ce qui pose souci, c'est en fait l'usage des équipes paramédicales et le volume des équipes paramédicales que je vais avoir. Donc, là, je vais naviguer en fait entre ces 2 slides. Quand je prends votre logiciel de bloc ou quand je prends les calculs selon la NAP, je prends ici la salle 2, j'ai une vacation d'orthopédie qui est proposée au docteur Escande de 8h à 13h30 en salle 2. Et donc, la modalité de calcul de la NAP me dit de prioriser salle, créneau horaire. Donc, salle, créneau horaire, salle 2, créneau 8h, 13h30. Le docteur Escande, en fait, n'a fait aucune activité sur cette salle 2. Votre logiciel ou la NAP va proposer un taux d'occupation de salle de 0%. Sauf que dans la vraie vie, moi, je suis à 83%. Pourquoi? Parce qu'en fait, le docteur Escande, il a été présent en salle 4, une salle sur laquelle il n'y avait pas de vacation. Il a commencé à 7h quasiment, il a fini à 13h25 et après, il a pris en charge en fait des urgences en fait, de manière, différente. Donc ce qui fait que moi, je rattache l'intervention 1, 2 et 3 à la vacation d'orthopédie du docteur Escande en salle 2. Donc là, on a un gap qui est énorme. 0% d'un côté, 83% de l'autre. Quand je prends le docteur Fourreau, je suis à 64%, la nappe aussi. Fourreau, il est ici. Et en fait, lui, il a fait tout son programme dans sa salle. Donc effectivement,
on est rattaché à la salle, ça pose pas de souci. Et par contre, quand je vais prendre encore une fois la vacation spécialité ortho en salle 3, et ben là, on aura une différence significative aussi. Votre logiciel vous proposera un 32,7 d'occupation de vacation, alors que moi, je suis à 67,9 parce que finalement, je vais rattacher l'intervention qui était faite en salle 1, l'intervention qui a été faite en salle 4 et celle en overbooking, en débordement également. Donc on passe, hop, de 32 à 68 quasiment. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, c'était juste pour en fait vous montrer un petit peu les biais qu'on pouvait rencontrer avec des calculs, classiques et qu'est-ce que ça implique derrière. Donc c'est pour ça que quand on est en conseil de bloc, si vous dites à Iceland qu'il a 0 d'occupation de vacation, donc là on est sur une seule journée. On est d'accord que lisser sur un mois, on va atténuer cette différence de 83 points. Mais si vous dites à un chirurgien qu'il a 65 d'occupation de vacation alors qu'il est à 70, ou si vous dites à un chirurgien, enfin, voilà, si vous vous trompez, ça va être compliqué de pouvoir prendre des décisions. Je me permets juste d'arrêter 2 secondes, je crois qu'il y a peut-être une petite question au cas où. Tac. Bon, tout le monde m'entend, parfait. Continuons. Voilà, donc là, en fait, on a vu le prérequis. Maintenant, on va voir à quel point les données erronées peuvent saboter tous vos efforts. Maintenant, partons du principe que vous avez des données qui sont fiables ou que c'est quelque chose que vous visez. Donc la question suivante, c'est comment rendre réellement utile et utiliser ces indicateurs. Donc, c'est quoi une stratégie d'usage? Quand on parle de stratégie d'usage, on ne parle pas simplement de produire des indicateurs ou de développer des tableaux de bord. Produire un chiffre, c'est bien, bien entendu, mais le faire vivre au quotidien dans les équipes, c'est un autre défi. Donc concrètement, une stratégie d'usage vise à définir précisément qui va utiliser quel indicateur, à quel moment et pour quelle décision. Donc déjà, vous devez comprendre que vous devez être plus de 2 personnes à consommer l'information en fait, du bloc opératoire. Si vous êtes que 2, on aura en fait un niveau de décision immense, des tâches en fait, énormes. Donc voilà, qui va utiliser quel indicateur, à quel moment, pour quelle décision? Donc ça, c'est la gouvernance. On va devoir noter sur une feuille qui a quel rôle, pour quelle tâche, sur quelle durée, sur quelle légitimité. En parallèle, donc une stratégie d'usage, ça va viser à mettre en place des rituels et des supports qui rendent en fait les indicateurs lisibles, compris et actionnables. Donc ça, en fait, on vous montrera par la suite cette histoire en fait de lisibilité. Et donc, il faut relier l'indicateur à des décisions concrètes. Donc, vous devez préparer en amont. Si l'indicateur X dépasse tel seuil, alors on déclenche telle ou telle action. Vous ne devez pas en fait être dans l'improvisation. Tout ça doit déjà être cadré. Donc ensemble, c'est l'ensemble des processus, des règles et de la culture d'équipe qui transforment un simple chiffre en levier de pilotage. C'est quoi la différence entre produire un indicateur et le rendre utile? Souvent, en fait, on confond les deux. On confond production de données et utilité de ces données. Pourtant, ce sont 2 étapes qui sont très différentes. Produire un indicateur, c'est un travail technique. C'est du calcul, de l'extraction, de la mise en forme. Donc, ça peut être uniquement le contrôle de gestion ou l'informatique qui s'en occupe, bien qu'il y ait encore des aspects méthodologiques à voir. Mais voilà, il faut distinguer produire un indicateur de le rendre utile. Le rendre utile, c'est un travail d'analyse, de validation, d'appropriation et surtout d'intégration dans la prise de décision. Autrement dit, sans fiabilité, l'indicateur ne sert à rien, mais sans stratégie d'usage, un indicateur fiable va rester inexploité. Le lien, en fait, c'est indicateur, décision, action. Donc, un rappel simple. Un indicateur n'a de sens que s'il mène à une décision ou valide une décision. Sinon, on risque juste de suivre des chiffres pour le plaisir. Et donc ça, c'est ce qu'on voit bien trop souvent sur le bloc opératoire. Et j'ai même malheureusement certains clients qui ont des données, mais pas cette gouvernance à côté. Donc, voilà, chercher en fait à faire autre chose que suivre des chiffres pour le plaisir. Donc, au bloc opératoire, on va donner des exemples. On va avoir un taux d'occupation de vacation. C'est un indicateur qui va orienter la décision, on peut schématiser, d'ouvrir ou de fermer une salle. C'est une action. Le taux d'annulation de dernière minute, qui est un indicateur, va déclencher l'action de revoir la programmation ou de mieux qualifier la liste d'attente. Donc voilà, encore une fois, une action. Le piège, c'est le fameux effet tableau de bord décoratif, voilà, qui décore un peu les murs. On a le super graphique, mais personne ne sait quoi en faire concrètement. Donc, je vous rappelle, je vous ai dit en fait, il fallait savoir finalement qui va utiliser quel indicateur pour quelle décision. Donc voilà, réunissez-vous, ça ne sera pas une perte de temps, voilà, autour d'une table pour définir cette gouvernance-là. Et il faut que chacun assume sa part.
On peut estimer qu'on a 3 piliers. Ah, il y a un joli S à hein. Il y a 3 piliers d'une stratégie, d'usage. Donc, pour structurer l'esprit de cette stratégie, en fait, on la résume sur, premièrement, la pertinence métier. Dans la pertinence métier, je mets quoi? Bah, il faut aligner les indicateurs avec les vrais enjeux du bloc opératoire. Chaque indicateur doit répondre à une question précise et donc il faut aussi éviter la surabondance. Trop de chiffres va tuer l'action. Le deuxième pilier, c'est la lisibilité et l'accessibilité. Donc, il faut présenter des indicateurs de façon claire, compréhensible pour tous, chirurgiens, cadres et direction. Je parle souvent d'un indicateur que nous, on utilise beaucoup, qui est le taux d'activité ressources. Moi, personnellement, j'utilise tous les jours. Je sais ce que ça veut dire. Si demain, vous dites à un chirurgien, tu as un taux d'activité ressources de 66%, il va pas comprendre grand-chose. Donc il y a vraiment un travail de pédagogie à faire et peut-être que cet indicateur, il faudra l'exclure quand on va communiquer au chirurgien pour lui apporter en fait des informations selon un autre angle. Et pareil, la mise en forme, ça faisait l'objet d'un autre webinaire sur le data storytelling, la mise en forme avec des attributs préattentifs. Qu'est-ce que je dois choisir comme graphique pour que ça me saute un petit peu au visage? Donc, il faut également, donc, sur la lisibilité et l'accessibilité, rendre l'information disponible au bon moment. Donc, peu importe le format et ça, je n'ai pas mon mot à dire, mais vous pouvez l'afficher, en fait, en salle de pause, vous pouvez faire un tableau de bord partagé à tout le monde, vous pouvez demander à tout le monde de se connecter à Performance Blog, vous pouvez imprimer un rapport, hop et le communiquer et le mettre directement sur le bureau du DG. Bon, il y a plein de façons de faire. Surtout qu'en fait, aujourd'hui, on est abreuvé de communication mail. Voilà, cherchez peut-être à innover aussi là-dessus et donc il faut chercher également à traduire l'indicateur en langage bloc opératoire, pas en jargon purement technique. Voilà. Parfois, moi je vous parle de KPI, KPI ça parle pas à tout le monde. Donc en fait, voilà, utiliser des termes qui sont accessibles par tous. Pareil, quand on parle de taux d'occupation de vacation, peut-être vous avez le droit de renommer ces choses-là. Et donc le troisième pilier, c'est donc la ritualisation. Il faut instaurer des moments réguliers pour regarder et discuter les indicateurs. Des réunions, des conseils de bloc, des comités de bloc restreints, des copiles, voilà, ou même une réunion juste à deux entre cadres et contrôleurs de gestion, par exemple. Il va falloir clarifier qui commente tel indicateur, qui agit dessus et qui valide l'action. Parce qu'en fait, nous, on part du principe que ça peut être bien de former des acteurs spécifiques sur une connaissance parfaite de l'indicateur. Ce sera le référent. Donc, en fait, voilà, clarifier qui commande tel indicateur. Et donc, donner l'habitude. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que vous allez voir de façon récurrente aussi. Un indicateur qui n'est pas discuté régulièrement, eh ben, il va disparaître dans l'oubli. Donc, concrètement, je sais pas, imaginons que vous vouliez suivre la durée moyenne d'installation avant le premier patient. Bah, vous définissez pourquoi c'est important. Après, vous rendez l'information visible avec un tableau de suivi, des rapports automatiques. Et puis, bah, vous prévoyez, enfin, un rituel hebdomadaire. Et donc là, vous définissez que si on dépasse un certain seuil plus de 3 jours consécutifs, bah, on se réunit, par exemple, pour comprendre pourquoi, chercher la cause racine et apporter des corrections. Et donc, le résultat là-dessus, c'est que l'indicateur, il n'est plus là juste pour faire joli, mais il est là pour faire bouger les lignes. Donc, en résumé, une stratégie d'usage, c'est l'architecture qui transforme la donnée en décision, puis en action. Dans ce cadre, bah, vos indicateurs risquent de rester de simples nombres dans un tableau. Avec ce cadre, ils deviennent de vrais leviers de progrès. Donc, dans la prochaine partie, on va voir comment concrètement on va formaliser cette stratégie avec une méthode qui, cette fois-ci, sera en 4 étapes, un focus sur la correction de données et donc quelques retours d'expérience. Est-ce que vous avez des questions d'ici là? Enfin, Non, toujours pas. Je regarde. Faut pas hésiter, hein. Je suis là pour ça. En plus, je parle vite, donc parfois, je peux en perdre quelques-uns en cours de route. Donc, la méthode en 4 étapes. Là, on a vu les fondements de la stratégie d'usage. Donc, je rappelle, c'était pertinence, lisibilité et ritualisation. On va rentrer maintenant dans le comment. Comment construire, pas à pas, un vrai système de pilotage par les indicateurs. Donc, bah, la première étape, ça va être de cartographier les décisions clés. Il faut définir où et quand les équipes ont réellement besoin de prendre des décisions au bloc opératoire. Il y a 3 types de décisions classiques. Vous pouvez prendre ce schéma-là ou d'autres schémas, peu importe. On a les décisions opérationnelles. Est-ce qu'il faut ouvrir une salle supplémentaire mercredi prochain? On a des décisions au niveau tactique. Comment est-ce qu'on va programmer les chirurgiens sur les 3 prochaines semaines, par exemple? Puis on a les décisions stratégiques. Comment réorganiser le bloc pour absorber plus d'activités? Comment
développer l'ambulatoire dans mon établissement? Comment devenir une référence sur tel type de prise en charge ou tel protocole, tel geste opératoire? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut partir de décisions plutôt que des données? Parce que sinon, on risque de cumuler des indicateurs qui ne répondent pas à de vrais besoins. La deuxième étape, c'est d'aligner les indicateurs sur les usages. Donc, il faut choisir les indicateurs en fonction des décisions identifiées. Il ne faut pas partir de la donnée disponible, mais du besoin réel. Et donc, il faut être concret. À quel moment un manager, un médecin, un cadre va-t-il s'appuyer sur tel ou tel indicateur pour prendre la décision? Et donc, la clé de la réussite, c'est finalement d'avoir moins d'indicateurs, mais mieux ciblés. Comme je vous disais, nous, on a une centaine d'indicateurs. On ne peut pas les communiquer en fait à tout le monde. En fait, on se noierait. Donc, voilà, des petits tableaux de bord synthétiques avec des belles flèches rouges, vertes, qui mettent en évidence en fait des points clés. Et après, on pourra rentrer dans la centaine d'indicateurs pour comprendre le dysfonctionnement le cas échéant. Donc, on a un petit 2 bis finalement dans cette étape, c'était l'histoire de la correction des données. Donc, je vais faire un petit focus dessus. Là, on a identifié quels indicateurs sont essentiels, mais qu'est-ce qui se passe si certaines données sont peu fiables? Et ben en fait, il faut avoir une stratégie de correction des données qui soit ciblée. Donc, il faut repérer les points de friction récurrents. Où est-ce que le calcul, où est-ce qu'il est contesté? Où est-ce que les données sont incomplètes? Après, il faut prioriser la correction sur les indicateurs critiques, ceux dont on a vraiment besoin. On ne va pas corriger en fait toutes les données si finalement c'est pour les indicateurs qui sont vraiment à la marge. Et derrière ça, il faut mettre en place également des boucles de correction, des feedbacks des utilisateurs vers l'équipe data de manière continue. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça maintenant, ces histoires de correction de données? Parce que c'est inutile de tout nettoyer si on n'a pas encore clarifié quels indicateurs sont prioritaires. Nous, on sait qu'à minima, il nous faut 6 informations. L'heure d'entrée du patient, l'heure de sortie du patient, la date, la salle, le chirurgien et le mode d'hospitalisation. Quand on a ces 6 informations-là, on peut déjà travailler de manière constructive. Après, effectivement, si on a tous les top opératoires, si on a la notion de CCM, on peut aller dans une multitude d'autres informations, avec des ICR par exemple, mais voilà, priorisons. La troisième étape, ça va être de qualifier les indicateurs qui vont être actionnables. On va vérifier que les indicateurs retenus sont vraiment, vraiment actionnables. Donc, il faut qu'ils soient clairs. On les comprend d'un seul coup d'œil. Sensible au changement, l'indicateur va varier dès qu'on aura modifié en fait un paramètre ou une action dessus. Et ça doit être associé à une action possible. Si l'indicateur dépasse un seuil, eh ben, je sais déjà quoi faire. En tout cas, la personne qui sera légitime pour prendre la décision. Donc, je vais vous donner 2 exemples en fait, des exemples non actionnables. J'ai le nombre total d'heures de bloc consommées. Bah, je n'ai pas de cible ni de plan d'action direct. Donc en fait, j'en fais pas grand-chose. Un indicateur qui va être actionnable, ça peut être un taux d'occupation moyen entre 8 heures et 17 heures. Et s'il est inférieur à 70%, 60%, 50%, à vous de fixer des cibles et des objectifs, on fait le choix de fermer la salle ou d'attribuer à quelqu'un d'autre. Si c'est supérieur à 90%, bah là, on peut se réunir pour envisager de l'ouvrir plus longtemps ou en fait de revoir les horaires de vacation ou de proposer du temps supplémentaire sur des créneaux qui seraient disponibles. La quatrième étape, ça va être de mettre en place les bons rituels. Donc, il faut ancrer l'usage dans le quotidien. Donc, les rituels, c'est quoi? On n'a pas, voilà, on n'a pas réinventé la roue, hein. C'est des revues quotidiennes rapides, c'est des comités de bloc hebdomadaires, c'est des comités de bloc restreints, c'est des conseils de bloc, c'est des comités de pilotage, c'est des comités de direction. Il y a une multitude d'instances qui peuvent exister. Et encore une fois, on a vu que telle personne devait consommer tel indicateur. Donc, en fait, toutes les personnes ne doivent pas être réunies sur ces mêmes rituels. J'ai parlé de la revue quotidienne rapide. Ça peut être hebdomadaire, par exemple, hein. Mais on peut très bien imaginer là que ce soit un binôme contrôleur-gestion, cadre de bloc, où là, on fait un focus sur les warnings. Qu'est-ce qui s'est passé la veille? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Pour en fait être un peu agile sur les décisions à prendre. Donc on met en place ces bons rituels et donc il faut que chaque indicateur ait un propriétaire. Qui est-ce qui va le suivre? Qui est-ce qui va le commenter? Qui est-ce qui va agir dessus? Comme je vous disais, aujourd'hui, alors c'était l'objet quasiment d'un webinaire complet il y a quelques mois. On donne bien trop de responsabilités, pas de pouvoir, de responsabilités à des cadres. Et en fait, c'est juste qu'on surcharge les cadres d'une quantité énorme d'actions à faire et de décisions sur lesquelles les cadres ne sont pas forcément même pas légitimes. Parfois, c'est des décisions de DG que des cadres doivent prendre. Donc, chacun doit prendre sa part.
Et donc, on va faire quoi derrière ça? On va chercher aussi donc à synchroniser vos rituels, vos instances, ritueliques avec le calendrier décisionnel. L'objectif de tout ça, c'est d'éviter que vos indicateurs ne finissent dans un fichier jamais consulté ou qu'ils sortent en réunion une fois par an uniquement. Donc, on va reprendre les 4 étapes. On va cartographier les décisions, donc identifier quand est-ce qu'on doit trancher. On va aligner les indicateurs sur ces usages, ce qui sert vraiment. On va qualifier les indicateurs qui sont actionnables, sinon c'est juste du bruit, et on met en place des rituels. L'usage naît de l'organisation tout bêtement. Et donc en parallèle, on en a parlé, on fait une correction ciblée des données essentielles pour assurer la fiabilité et la crédibilité des chiffres. Pour illustrer, prenons le cas d'un établissement voulant réduire ses retards de début de programme. Bah, la décision, c'est que chaque semaine, on va décider de l'horaire d'ouverture des salles et du staff qu'on va mettre en face. On va définir un indicateur prioritaire, le pourcentage de salles ou de vacations qui démarrent avec plus de X minutes de retard, 15 minutes par exemple. On fait en sorte que ce soit actionnable. Si cet indicateur de retard dépasse 20, 30, 15%, peu importe, encore une fois, trouvez vos cibles, on va ouvrir une discussion pour comprendre les causes. Et donc, on a un rituel, on a un micro-comité le jeudi midi, par exemple, pour ajuster la planification. Et donc, le résultat, là, très concrètement, en 3 mois, bah, vous aurez une baisse significative des retards et vous aurez un climat plus apaisé. Donc, cette méthode, elle vous permet de construire votre stratégie d'usage. Et rappelez-vous, l'important, c'est pas d'avoir plus d'indicateurs, mais de disposer des bons indicateurs fiables et actionnables et de s'appuyer sur des rituels pour les faire vivre. Donc, on va parler de cas d'usage concrets. On vient de voir la méthode en 4 étapes pour définir bah, votre stratégie d'usage. Donc, encore une fois, bah, ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir vous accompagner si on travaille ensemble. Au moment du setup, on va regarder les indicateurs à construire ensemble, on va regarder les extractions de données, mais on va regarder en fait aussi votre gouvernance, sachant qu'on on sera toujours moins légitime que vous ou qu'un directeur pour définir la gouvernance. Par contre, on a des bonnes pratiques. Là, on va regarder un exemple bah, réel pour montrer comment ça se passe sur le terrain. Donc, on va prendre un établissement de taille moyenne, 300 lits, cette salle de bloc, qui est confronté à des retards récurrents le matin, des annulations de dernière minute. Dans cet établissement, bah, il y a des tensions RH sur les postes IBOD et IAD. Et puis, ils ont forcément un budget serré et ont besoin d'optimiser le bloc opératoire. Dans cet établissement, il y avait quoi? Bah, il y avait des chiffres, mais il n'y avait pas de consensus sur leur fiabilité. Et donc, finalement, bah, il y avait des débats sans fin, et puis il n'y avait aucune décision tranchée. Donc, ils ont fait appel à Datamento et à l'outil Performance Block parce qu'ils cherchaient une solution qui soit donc spécialisée sur le bloc, pas un outil de BI généraliste, qu'ils en avaient vu les limites. Et donc, on a d'abord fiabilisé la data. Donc, avant de parler de gouvernance, il fallait que ces chiffres soient reconnus comme exacts. Et puis, en fait, ils avaient également besoin d'un peu d'accompagnement, pas seulement un logiciel, mais un support méthodologique pour embarquer les équipes. Et quand je parle d'accompagnement, ce n'est pas forcément moi qui me rends sur site pour faire du coaching, c'est aussi en fait tous les outils et les bases de connaissances qui sont mises à disposition sur notre plateforme. Donc, ils ont mis en place Performance Block. Donc, il y a une connexion qui s'est faite aux sources de données, donc logiciel de bloc, planning et DPI. Il y a eu un petit diagnostic pour identifier quels étaient les indicateurs prioritaires. Donc, bah, là, pour le cas de figure, c'était des taux d'occupation de vacation, c'était les retards et les annulations. Et il y avait aussi un sujet en fait sur les indicateurs de processus. On a fait des corrections qui étaient ciblées sur des données qui étaient critiques, donc sur les tops opératoires pour le coup, sur lesquels en fait, il y avait des récurrences en fait, de problèmes d'exhaustivité, mais également de chevauchement. Et donc, on n'a pas tout nettoyé d'un coup, mais d'abord ce qui était vraiment utile pour les décisions à court et moyen terme. Et donc là, la stratégie d'usage concrètement, ça a été d'aligner donc les indicateurs sur les décisions. Donc décision 1, qu'est-ce qu'on fait sur ouverture, fermeture de salle? Et l'indicateur clé, ça pouvait être le taux d'occupation moyen de vacation, par exemple. Décision 2, comment est-ce qu'on améliore la ponctualité du démarrage? Bah, l'indicateur, c'était le taux de vacation démarrant après l'horaire prévu, ou en fait l'indicateur sur la première intervention. Comment réduire les annulations? Bah là, on regardait les taux d'annulation par typologie, quoi. Et donc, bah, on cherchait ça à qualifier comme actionnable. Donc, si le taux d'annulation dépassait X%, alors on proposait de convoquer une réunion ciblée. Si le taux d'occupation était trop bas, on faisait le choix de fermer une salle, par exemple. Enfin, il y avait directement des décisions qui étaient déjà ordonnancées et prévues en cas en fait, de cible atteinte ou non atteinte. Donc, on a déjà prévu les décisions et les actions à mener en fonction des cibles et des chiffres. Si j'ai ce taux-là,
alors je fais ça et je cherche à comprendre la cause racine du problème pour ne plus y être confronté. Donc, c'est ce que j'expliquais également sur un précédent webinaire avec la méthode des 5 pourquoi. Donc, dans ce cadre-là, on avait mis en place des rituels, donc c'était des choses assez simples pour commencer, puis après on les a laissés se prendre par la main et développer leur gouvernance. Il y avait une réunion hebdomadaire d'une trentaine de minutes pour, examiner les alertes, les warnings et puis une réunion mensuelle pour analyser les tendances et les prises de décision. Et donc il y avait une source unique et partagée, donc Performance Block, qui était mise à jour automatiquement. Donc pour le coup, là, c'était, avec une production continue des indicateurs et consommation à la semaine. Donc assez rapidement, on a pu voir une baisse du taux de retard qui est passé en fait de 20 à 12. Le taux d'annulation, c'était beaucoup plus transparent et donc on l'a réduit de 15 à 10. On a également réussi à améliorer le climat. Il y avait moins de débats sur la fiabilité des chiffres. Il y a eu plus de discussions sur les vraies causes, des échanges en fait qui étaient constructifs, des gens qui ont enfin réussi à se parler correctement. Et il y a surtout eu des décisions qui étaient beaucoup plus rapides, donc avec le choix d'ouvrir ou de fermer des salles et d'adapter le staff. Et donc au final, bah, cette démarche-là, c'est un véritable cercle vertueux. On perd plus de temps à contester les chiffres et on se concentre sur pourquoi l'indicateur est mauvais et comment l'améliorer. Et finalement, là, bah, les équipes, elles s'impliquent parce qu'elles voient un impact concret sur l'organisation et leurs conditions de travail. C'est ce que je vous disais en préambule, ça fait 20 ans qu'on a sorti des indicateurs. J'ai pas l'impression en fait que, il y ait de résultats concrets sur le terrain et que les gens en fait se parlent mieux et se tolèrent mieux. Donc en fait, vraiment, moi, ma conviction, c'était que les données fiables, c'est un peu la base de toute démarche d'amélioration et de prise de décision dans un bloc opératoire. Et donc, en fait, quand vous aurez l'occasion de parler honnêtement et de manière exacte de la performance du bloc opératoire avec des chiffres qui sont incontestables, là, il y a tout qui peut s'imaginer. On connaît tous, hein, des têtes dures et des cabochards, hein, donc ça ne changera pas. Mais de manière générale, l'ensemble du bloc opératoire, en fait, en tirera un bienfait. Donc Datamento, c'est pas juste un outil, hein. On a dans l'exemple que je vous donnais, on a formé les cadres et les managers à l'interprétation des indicateurs. Comme je vous le disais, on a créé donc des référents par thématique, un référent ICR par exemple, un référent RH, un référent organisation du plateau, pour que chacun en fait puisse être un spécialiste et légitime pour prendre des décisions ou pour répondre à des questions spécifiques que des chirurgiens ou des équipes paramédicales pourraient se poser. Et donc, il y a un accompagnement méthodologique pour instaurer une gouvernance adaptée. Et derrière ça, il faut faire des feedbacks en continu. Donc, aussi bien sur les données, les corrections de données, mais également sur l'ajustement des cibles et des seuils, et également pour voir quel a été l'impact de prise de décision. Donc, c'est intéressant de construire un rapport ou un tableau de bord spécifique à des prises de décision. Et donc là, dans ce cadre-là, on transforme de simples indicateurs en une culture de pilotage. Donc, cette expérience, elle montre qu'on peut faire bouger des choses, même dans un contexte tendu. Donc on ne fait pas de miracle, hein, mais on crée un cap pour améliorer les pratiques. On donne aux équipes l'outil et les rituels pour piloter, au quotidien. Voilà, les 30 minutes, on est sur 39. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 30 minutes qu'on a passées ensemble? Donc, il n'y a pas de stratégie d'usage sans données fiables. Donc la confiance dans la donnée, c'est vraiment le socle. Le deuxième point, c'est qu'une stratégie d'usage, c'est plus qu'un tableau de bord. C'est transformer des indicateurs en décisions et en actions. Il faut se rappeler de la méthode en 4 étapes. On cartographie les décisions, on aligne les indicateurs, on qualifie leur actionnabilité et on met en place des rituels. Il faut bien penser également à corriger les données où ça compte. C'est inutile de viser la perfection globale. Et puis donc, on voit concrètement, hein, que ça a un impact sur la ponctualité, les annulations et le climat au bloc opératoire. Donc là, ce que je vous propose, hein, maintenant que j'ai fini, que j'ai la bouche sèche, je vous propose en fait à votre tour de me poser des questions éventuellement. Et puis si besoin, en fait, on peut aller, même sur Performance Block. Moi, j'ai encore un peu de temps dans l'après-midi. Et maintenant, peut-être que vous avez d'autres choses à faire. Mais voilà, n'hésitez pas à aller dans l'onglet, conversation ou questions-réponses pour me poser des questions, pour, voilà, réagir à ce que j'ai pu évoquer, pour me parler de votre fonctionnement. Et puis, je peux aussi vous proposer peut-être de faire une démonstration individuelle de cette solution. Donc, dans ce cadre-là, glissez-moi dans conversation, dans questions-réponses, votre mail afin que je vous adresse mon agenda pour prendre rendez-vous avec moi.